et saucissons Henri Raffin. Charcuterie familiale depuis 1937. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal des Alpes dans le 19-20. Les Alpes où le risque d'avalanche est au plus haut, un risque 3 à 4 sur l'ensemble de la Savoie qui est monté jusqu'à 5 à Valseny en Maurienne où la station a dû fermer une partie de son domaine skiable aujourd'hui. La société Aztec a été vendue aux enchères pour 300 000 €. Le seul fabricant français de dameuses était en redressement judiciaire depuis juillet 2015 et c'est un Isérois qui a raflé la mise. Et puis nous ouvrirons le premier volet de notre série consacrée cette semaine aux hébergements insolites dans les Alpes avec une quarantaine de scouts de France qui ont passé 8 jours sous la neige à près de 1000 mètres d'altitude. Juste après ce journal des Alpes, Virna Saki vous présentera l'édition nationale. Au sommaire, la loi sur le travail. Face à la pression, le gouvernement pourrait revoir sa copie. La présentation du texte a été reportée d'une quinzaine de jours. Et puis le témoignage de Stéphane Chouban qui souffre aujourd'hui de séquelles. Il avait pris part à l'essai clinique du centre de recherche Biotral qui a fait un mort à Rennes en janvier. Alerte aux avalanches dans les Alpes. En Savoie, le risque est très élevé en raison des chutes de neige importantes et du fort vent d'altitude du week-end. À Valseny, en Haute-Maurienne, il était au maximum aujourd'hui, 5 sur 5. La station a procédé à de nombreux déclenchements préventifs et une partie du domaine a même été fermée au public. Céline Aubert-Aigré, Franck Serroni. Sommet du solaire sur les hauteurs de Valseny-Lens-le-Bourg. Pour les pisteurs, la journée a débuté très tôt. À 7 h, 80 tirs ont été déclenchés sur le domaine. Toutes les équipes sont réquisitionnées pour baliser et patrouiller sur les pistes. On peut dire que c'est une journée spéciale. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis pisteur. Ça a dû arriver 2-3 fois en 10 ans. Donc c'est vrai qu'on est, c'est un peu sur le qui-vive, on va dire. On espère que ça va bien se passer. Depuis hier, le risque avalanche est de 5 sur 5 en Haute-Maurienne vanoise. C'est que durant 2 nuits, samedi et dimanche, la neige est tombée en abondance jusqu'à 1 mètre à Bonneval-sur-Arc. Vent fort et manteau neigeux instable ont achevé le tableau. À Valseny, toutes les pistes au-dessus de 2200 mètres d'altitude ont été fermées. Et en forêt aussi, certains sentiers ont été interdits. Il y a des gens qui sont passés ce matin malgré les filets, malgré le panneau danger d'avalanche et route fermée. On a des gens qui ne respectent pas ces interdictions et qui franchissent allègrement tout ça. Et il y a un vrai danger derrière. Il y a 2 couloirs d'avalanche qui peuvent descendre jusqu'à l'arc, jusqu'en front de vallée. Donc si c'est fermé, c'est pas par hasard. Le danger, les randonneurs et les skieurs n'en ont pas toujours conscience. Sur ces sentiers empruntés à pied, en raquette ou encore pour la pratique du ski nordique, le risque avalanche est pourtant aussi fort que sur les crêtes. On va rester prudent, bien entendu. On va prendre les pistes balisées, celles qu'on est autorisé à prendre, tout simplement. Ce soir, le risque avalanche est descendu à 4 sur 5. Mais avec le retour du soleil demain, c'est un autre risque qui se profile. L'attrait irrésistible du beau temps et de la neige fraîche en hors-piste. Ils ne feront finalement pas grève. Les pisteurs secouristes de Val d'Isère ont obtenu satisfaction sur leurs principales revendications et estiment avoir été pris au sérieux par la mairie. Le préavis a été levé ce soir. Mauvaise surprise samedi matin pour les skieurs de fond en vacances à La Fécla en Savoie. Ils ont découvert un domaine ravagé par les passages répétés d'une voiture dans la nuit. Les équipes techniques ont dû fermer les pistes pendant 2 heures pour les remettre en état. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Aurélie Massé, Frédéric Pasquette. Ils se sont livrés à un véritable rodéo nocturne sur la neige. En témoignent ces photos de l'état des pistes samedi matin. De larges traces et ornières sur une quinzaine de kilomètres, sans doute l'œuvre d'un 4x4. Quand on a constaté ça, il a fallu réagir très vite. On ne pouvait pas renvoyer un engin de damage parce qu'il y a du monde déjà à partir de 8h, 8h30. Un engin, ça prend toute la piste, c'est dangereux. Donc du coup, on est parti avec des scooters et on a récupéré les pistes avec des tapis lisseurs. Mais enfin, ça ne fait pas tout, quoi. C'est la 7e fois depuis le début de l'année que des véhicules s'aventurent sur le domaine nordique de la Fécla. Une forme de vandalisme qui s'ajoute aux poubelles renversées, rodéo en bas des résidences sur la neige fraîche et autres incivilités fréquentes en cette saison. Le gérant de ce snack en a fait les frais.
Il y a les panneaux qui disparaissent un petit peu, des panneaux signalétiques, ouais, voilà, ouais. Bon, c'est vrai que moi j'ai mis des panneaux, c'est un peu fluorescent, mais parce que je voulais qu'on me trouve. On n'est pas spécialement bien indiqué, mais je m'aperçois que certaines personnes s'amusent à les enlever, quoi. Voilà. Après les événements de samedi, cette fois la station porte plainte. Elle envisage aussi de prendre certaines mesures pour protéger ses pistes. Nous allons envisager de mettre en place des moyens de vidéosurveillance pour éventuellement, repérer et détecter ces intrusions nocturnes sur notre domaine. Ça sera aussi mettre en place des barrières, si on peut, des barrières empêchant les véhicules de pénétrer sur nos espaces skiables. S'agissant de dégradation grave et compte tenu de l'enjeu, les auteurs des faits s'exposent à 2 ans d'emprisonnement au minimum et 30 000 € d'amende. En Isère, la route de secours du Chambon a été partiellement rouverte à la circulation. Des travaux sont toujours en cours après l'éboulement de la semaine dernière, mais il existe quelques créneaux horaires pour l'emprunter et rejoindre la Grave et les Hautes-Alpes. Les précisions avec Marie Michelier. Elle n'en finit plus de faire parler d'elle, interdite à la circulation depuis jeudi soir, depuis qu'un glissement de terrain a jeté sur sa chaussée plus de 2000 m3 de roches et de terre. La petite route de secours du Chambon est finalement de nouveau accessible. Les services de l'Isère et des Hautes-Alpes ont en effet pour cela travaillé d'arrache-pied tout le week-end. Une réouverture, certes, mais sur des créneaux horaires réduits, de quoi permettre pour l'instant aux riverains et aux professionnels de circuler. Le matin, de 6h45 à 8h30. En milieu de journée, de 12h30 à 13h30. Enfin le soir, de 17h à 18h45. Des automobilistes gérés au compte-gouttes et dont la sécurité sera assurée par les agents des départements. Une situation précaire qui devrait durer jusqu'à mercredi prochain. Les travaux et les opérations de sécurisation vont eux se poursuivre de jour comme de nuit. Un nouvel état des lieux est prévu dans les prochains jours pour décider d'une date de réouverture complète de la petite route. Alors que l'État annonce une modification du code de la route pour le 1er avril, les moniteurs d'auto-école du sud-est de la France se sont donné rendez-vous dans le Rhône, à Lyon, pour une opération escargot. Ils jugent cette mesure précipitée et demandent un report de la date à la rentrée septembre. Correspondance à Villefranche-sur-Saône, Sophie Valsecki, Christian Conxiqueur. Autoroute et périphérique saturés ce matin. Au traditionnel bouchon lyonnais s'est ajoutée l'opération escargot des auto-écoles. Résultat, plus d'une vingtaine de kilomètres cumulés de ralentissement sur les principaux axes d'accès à l'agglomération. Dès 7h ce matin, 300 voitures écoles sont parties en cortège sur Lyon. Une mobilisation pour réclamer le report de la réforme du code de la route prévue le 18 avril prochain. La réforme est bonne, elle est juste, on ne conteste pas ce problème, au contraire, mais par contre on demande un petit peu de temps. On ne changerait pas le programme du bac 2 mois avant le bac, c'est pas possible. Ils sont venus de toute la région pour dénoncer l'excès de vitesse du gouvernement. La nouvelle épreuve du code de la route comportera des questions notamment sur les premiers secours ou encore l'écologie. Sans nouveau matériel pédagogique et formation des moniteurs, impossible de préparer correctement les candidats, expliquent les auto-écoles. Qu'est-ce qui nous donne aussi du travail ? Eh bien, effectivement, c'est la réussite aux examens. Donc, nous n'avons aucun intérêt à ce que ça se passe de cette manière-là. Il va y avoir aussi la privatisation de l'examen de code. Ça, on n'en parle aussi pas trop. Et nous ne savons pas, nous, comment va évoluer, en fait, notre profession. Donc, on est très soucieux. Non, c'est pas disproportionné. À la mi-journée, une délégation a été reçue à la préfecture du Rhône. Les professionnels demandent que la réforme soit repoussée en septembre. Le gouvernement accepterait un report de 2 semaines. Les écoles de conduite ont quitté les quais du Rhône vers 16h30 cet après-midi. On reste dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes avec cette histoire rocambolesque qui nous emmène à Brioude, en Haute-Loire. Soupçonné d'avoir volé un tableau d'une célèbre peintre russo-française, un ancien sous-préfet a été incarcéré pour détournement d'objets du mobilier national. Gérard Rivolier, Sandrine Montero. Voici le tableau en question, une nature morte de la peintre russe Natalia Goncharova, naturalisée française en 1939. Un tableau de valeur, adjugé 130 000 € à Londres en 2012. Cette toile a disparu de la sous-préfecture de Brioude après le passage d'Hugues Malecki en 2006 et 2007. Après son départ, l'ancien sous-préfet de Haute-Loire l'aurait vendu à un collectionneur pour 10 000 €. Hugues Malecki a été interpellé par la police à Rouen, où il exerçait depuis le début de l'année. C'est le journal Paris-Normandie qui a révélé l'affaire ce week-end. Il est possible en fait qu'une copie ait été réalisée
de ce tableau. Donc la copie est restée en place au sein de la sous-préfecture. En revanche, l'original aurait été vendu par le sous-préfet. Je dis aurait, il faut toujours utiliser le conditionnel, puisque la présomption d'innocence demeure dans ce dossier. C'est à l'occasion d'un projet d'exposition que l'on a découvert que le tableau encore exposé à Brioude était une copie. Le sous-préfet, filmé ici lorsqu'il était en poste dans les Alpes-Maritimes, a été entendu par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Il a été mis en examen pour abus de confiance. Pour les besoins de l'enquête, il est incarcéré depuis 10 jours au centre pénitentiaire de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Le juge d'instruction de Haute-Loire veut notamment faire des vérifications dans plusieurs départements où le haut fonctionnaire a exercé ces dernières années, y compris en Outre-mer. Malaise chez les policiers municipaux de Grenoble. Mal équipés pour lutter contre la délinquance, ils sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge et quitter leurs fonctions. Une hémorragie qui prend une tournure politique, voire politicienne. Jean-Christophe Solari, Dominique Semet. C'est un véritable malaise dont ils ne parlent pas à visage découvert. Les policiers municipaux grenoblois ne se retrouvent pas dans la mission que le maire, Éric Piolle, leur a assignée, la tranquillité publique. Concrètement, patrouiller sur les lieux où des incidents leur ont été déclarés pour apaiser les riverains. On nous demande de comptabiliser nos passages dans les rues et autres, et on doit à tout prix passer dans telle rue et pas dans telle autre. Donc il y a très peu de liberté, j'irais, dans la surveillance. Des rondes dans des quartiers difficiles qui peuvent tourner à la débandade. Ces policiers non armés n'impressionnent pas les délinquants. X fois, on se retrouve sous une volée de cailloux et on est obligé de partir en courant. Je ne pense pas que ce soit le plus rassurant pour la population, mais c'est très inquiétant par contre pour nos collègues. Une situation qui aurait entraîné une série de départs au cours de l'année passée, une vingtaine sur un effectif d'une centaine de personnes. Les élus de l'opposition municipale s'en émeuvent. Aujourd'hui, on apprend finalement que c'est pratiquement 20% des effectifs d'un service qui sont manquants, soit en départ, soit en absentéisme, ce qui est énorme. Donc il faut qu'aujourd'hui, la mairie de Grenoble précise les choses. Cette municipalité considère qu'elle n'a pas de responsabilité en matière de sécurité publique, contrairement à ce que disent tous les textes. Donc quand vous dites à des agents la mission qui est la vôtre, nous ne la reconnaissons pas, il ne faut pas s'étonner ensuite que ces mêmes agents expriment un malaise. Pour l'adjointe à la tranquillité publique, la police municipale doit se recentrer sur sa mission, le contact avec les habitants. Notre axe principal, c'est la question de la présence humaine. Nous, on considère que c'est ainsi qu'on apporte de l'apaisement. Donc la pierre angulaire de la présence humaine en matière de tranquillité, c'est forcément la police municipale qui... nous avons toute l'attention que nous devons avoir naturellement à leur égard. L'équipe municipale et les syndicats doivent se rencontrer le 11 mars prochain. Nouveau départ pour Astec, la seule société française à fabriquer des dameuses. Fondée en 2009, la société avait été placée en liquidation judiciaire en juillet 2015. Elle a été vendue aux enchères aujourd'hui à Crolles, en Isère. Cédric Picot, Didier Albrand. Beaucoup de spectateurs, mais un seul acquéreur. La société Astec est finalement rachetée par un entrepreneur isérois. Eh bien, 300 000 euros 3 fois, un monsieur ici. 300 000 euros, c'était la moitié de la mise à prix initiale. Il reste encore beaucoup de boulot pour avoir une machine viable, pour pouvoir répondre aux attentes des clients et surtout viabiliser l'entreprise sur le long terme, être un partenaire durable des stations pour les 40 prochaines années. Une vision à long terme pour le seul fabricant français de dameuses. Fondé en 2009, Astec voulait se faire une place entre les deux géants mondiaux du marché, l'italien Prinote et l'allemand Kasbroer. L'aventure s'était arrêtée l'été dernier avec la liquidation de l'entreprise, un échec au goût amer pour son fondateur, évincé de la société il y a 2 ans. Si on en est là aujourd'hui, c'est plus par une erreur dans la trajectoire qui a été commise par des gens qui étaient trop loin du marché que par le fait qu'il n'y ait pas de marché. Je crois qu'elle a trouvé son marché, elle a fait sa place, elle a fissuré ce duopole qui existe au niveau mondial et elle a apporté une technologie qui en soi est intéressante pour les exploitants. Une conviction partagée par les anciens salariés. 25 personnes travaillaient pour la société Astec jusqu'à l'année dernière. Ce serait vraiment un plaisir pour moi de reprendre part à cette aventure parce qu'on y a tous donné du cœur, on a tous donné du temps et beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai que ce serait vraiment un plaisir de revenir.
Le nouveau propriétaire d'Astec compte embaucher 5 à 7 personnes pour redémarrer l'entreprise. Il se donne 18 mois pour relancer l'activité. Au terme d'une longue et rude guerre de tranchées entre partisans et opposants au projet, le peuple suisse a donné dimanche son feu vert au percement d'un second tunnel routier au Gothard. Le oui l'a emporté avec 57% des voix. La rénovation du plus long tunnel routier des Alpes coûtera 2,5 milliards d'euros. Ariane Combe-Savary, Serge Vorette. Ce tunnel-là fait rêver tous les amateurs de Lyon-Turin. Un tunnel ferroviaire de 57 km qui devra d'ici peu permettre de réduire considérablement l'immense trafic de camions entre le nord et le sud de l'Europe. Oui, mais pas le trafic régional. Le tunnel routier actuel est vétuste et les Suisses avaient le choix entre faire grimper les camions régionaux sur les trains, le temps de réparer le tunnel, ou de faire un nouveau tube autoroutier au coût exorbitant de 3 milliards de francs suisses. Hier, ils ont pourtant validé cette deuxième solution. Comme au Fréjus, 2 tubes avec une voie de circulation et une bande d'arrêt d'urgence, ce qui est après un grand plus au niveau de la sécurité, notamment en cas de panne, d'accident, d'éboulement. On a toujours une solution à l'avenir pour faire passer le trafic sans augmenter la capacité. Comme au Fréjus, où ce qui ne devait être qu'une galerie de secours est devenu un second tube tout à fait officiel. C'est justement ce dont avaient peur les partisans suisses du non. Avec un second tube, le trafic pour eux va forcément augmenter. À partir du moment où on a cette infrastructure qui existe et qui sont payées, la pression va être très forte pour les utiliser. La pression, elle peut être externe. Nous, on part du principe qu'avec l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, c'est tout à fait possible que l'Europe nous contraigne à ouvrir les 4 voies, ou des pressions internes, puisque jusqu'à maintenant, finalement, on a vu parmi les partisans du deuxième tube, il y a beaucoup de gens qui disaient il y a trop de bouchons au Gothard et c'est pour ça qu'on veut un deuxième tube. Rendez-vous dans une vingtaine d'années pour voir qui, des pour ou des contre, avait raison. En Savoie, la société Montagne, Neige et Développement, basée à Sainte-Hélène-du-Lac, vient de toucher le gros lot. Elle a décroché un contrat de 3 ans avec la RATP pour la rénovation du funiculaire de Montmartre, à Paris. Marion Feutry, Grégory Lespinasse. Quartier Montmartre, à Paris. Voici la ligne de funiculaire la plus empruntée au monde, 4 millions de passagers par an. Loin de Paris, sa rénovation est l'affaire d'une entreprise savoyarde. MND, Montagne, Neige et Développement. La motorisation est déjà à l'étude, première exigence du client. Il nous a demandé en fait d'améliorer les choses au niveau maintenance et de trouver une solution plus simple pour pouvoir maintenir l'appareil. 2 machineries et 2 cabines à rénover. Pour ce contrat de 3 ans avec la RATP, MND a été préféré à son concurrent Poma, leader mondial du transport par câble. De décrocher ce marché-là, c'est un travail de longue haleine et on a réussi à décrocher ce marché-là en ayant des solutions innovantes et des solutions différentes justement de nos concurrents. Un premier pas dans le domaine du transport urbain pour cette société née il y a 12 ans. Au départ spécialisée dans la signalétique et le balisage des pistes de ski, elle n'a cessé de se développer. Du système de déclenchement d'avalanche au télésiège débrayable, MND équipe désormais les stations de 49 pays, avec de nouvelles perspectives dans le secteur des remontées mécaniques. On souhaite entrer sur ce marché comme on l'a fait sur nos autres secteurs d'activité. Tout d'abord pour se positionner parmi les leaders sur le moyen terme, mais en apportant des vraies innovations aux exploitants qui ont aujourd'hui de nouvelles contraintes qui ne sont pas les mêmes que celles qu'ils pouvaient avoir il y a 5 ou 10 ans, aussi bien en montagne que sur le nouveau positionnement du transport à câble au niveau urbain. Une stratégie qui permettra peut-être de poursuivre la success story savoyarde de ce groupe qui pèse aujourd'hui 61 millions d'euros de chiffre d'affaires. Camper dans la neige, une drôle d'aventure vécue par une quarantaine de scouts de France en Haute-Savoie à Arrache-la-Frasse. Une expérience originale pour ces garçons et ces filles qui ont passé une semaine sous la tente à près de 1000 mètres d'altitude. C'est le premier volet de notre série consacrée aux hébergements insolites en montagne. Françoise Guay, Vincent Abran. 8 heures sur les hauteurs d'Arrache, un petit moins 2 au thermomètre, le camp se réveille petit à petit. Le plus dur, c'est de s'extraire de la chaleur du duvet.
Oui, parce qu'on est au chaud et on ressort, il fait froid, faut se rhabiller, faut mettre plein de choses pour pas avoir froid du coup. Mais on s'est habitué tout au long de la semaine. Une semaine durant, ces jeunes scouts originaires de Bretagne et du sud de la France partagent en effet une expérience inédite. Dormir, manger, vivre ici dans ce champ de neige à presque 1000 mètres d'altitude. En quelques jours, les jeunes campeurs maîtrisent déjà l'art de rester au sec et au chaud, surtout la nuit. On a 2 duvets ou 3 duvets, ça dépend de la chaleur des duvets. Et on a souvent une couette polaire pour les pieds, pour les trucs comme ça si on a froid. Et après, dessous, on met encore une couette pour pas avoir froid, pour isoler. Le feu d'hier soir a du mal à repartir. L'eau du petit déjeuner est donc exceptionnellement chauffée sur du gaz. Manger pour ne pas perdre de calories, c'est l'un des conseils donnés aux jeunes par les encadrants. Déjà être au sec, parce que l'humidité c'est le premier ennemi. Donc voilà, pas laisser l'humidité s'installer sur les vêtements et sur le corps. Bien s'isoler du sol, pour s'isoler de la fraîcheur du sol et être confortable la nuit. Bien manger toute la journée sans faire de trop gros repas pour avoir un apport en énergie assez régulier. Est-ce que je peux verser mon eau? Le feu c'est pour se réchauffer absolument et puis on s'en sert aussi le soir pour faire de grandes veillées tous ensemble. C'est aussi pour les repas ? Les repas on s'en sert parfois quand il y a des choses à faire cuire au feu de bois comme des pommes de terre, des bananes au chocolat. Devenus des pros de la vie hivernale en plein air, ces ados de 11 à 14 ans apprécient néanmoins les quelques moments de confort offerts par la présence d'un centre de vacances juste à côté. On va dans des douches chaudes, on va dans les douches et elles sont chauffées, du coup c'est bien. Ouais, tu en parles avec un grand sourire, c'est un bon moment. C'est le meilleur moment de la journée, un des meilleurs moments de la journée. Ça fait combien de temps que tu vas te lever, toi? Dis donc. Si vraiment le ciel s'écroule sur les tentes, il y a une solution de repli? Oui voilà, le centre nous ouvre les portes, on a la clé pour rentrer si en pleine nuit ou en pleine journée il y a une tempête de neige et qu'il n'y a plus de tente. La vie en collectivité, la vie dans la nature, ça a toujours été le credo des scouts de France. Avec ce stage laboratoire, le mouvement veut démontrer qu'il est également possible de camper en hiver en montagne. Et si vous demandez aux enfants si ce n'est pas trop dur? On ne le fait pas tous les jours dans notre vie, de dormir dans une tente sur la neige ou en plein hiver dans la montagne. Et c'est quelque chose à vivre. Vous partez demain, vous auriez envie de retenter l'expérience? Ouais. Oui. La double vie d'Éric Tassé, ingénieur le jour, écrivain la nuit. Il vit à Saint-Égrève en Isère et vient de boucler Thomas Passemonde, une saga de science-fiction de 8 tomes. On écoute le reportage de Jean-Christophe Pain et Yves Marilot. Un homme marche sous la pluie. Un homme qui écrit la nuit. Il dort peu mais rêve beaucoup. Il va nous ouvrir la porte du monde d'en dessous. C'est là qu'habite Thomas, donc un adolescent de 14 ans, somme toute banale, qui vit avec sa grand-mère dans cette maison. Une vie normale, banale, jusqu'au jour où dans les toilettes, il va voir un ray de lumière. Il s'approcha, partagé entre crainte et curiosité, poussa la porte et entra. Effectivement, le rayon bleuté rayait de nouveau la pénombre. Des frissons de peur lui hérissèrent la peau, du bas du dos jusqu'à la racine des cheveux, mais il n'hésita pas un instant. Il voulait revoir la plage, ou quoi que ce soit se trouvant de l'autre côté de ce mur. De l'autre côté du mur, voici Anaclasis, le reflet de notre monde où nos légendes deviennent réalité. Dans ce monde parallèle, à l'emplacement de Grenoble, il n'y a qu'un grand lac, un immense lac, au-dessus duquel flotte on dirait une toupie géante, une ville vivante, qu'on appelle une animaville, l'animaville d'Ardea. Donc un monde assez, au premier abord comme ça, assez proche, mais par exemple si on voit des bateaux passer sur le lac, ces bateaux ont des voiles qui plongent sous la surface du lac pour capter les courants marins. À Grenoble, le lac a vraiment existé, mais c'était juste après l'ère glaciaire. Les fulgurites, le cryovolcan, la matière noire existent vraiment. L'histoire, Éric nous la réapprend.
Le lecteur qui sera intéressé pour aller chercher plus loin et vérifier si ça existait réellement et pourquoi et comment. Et voilà, c'est une porte ouverte. C'est pas du tout un livre, ce sont pas des livres d'histoire ou des livres qui permettent de se cultiver, hein, mais en tout cas, ce sont des ouvertures vers autre chose. Basculer. De l'autre côté du miroir, avec Éric Tassé, l'homme qui écrit la nuit, passionné par les fourmis, les castels, le cosmos, la mythologie. Après la saga de Thomas, il se lance dans une trilogie au XXIe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous rappelle enfin le premier titre développé dans cette édition des Alpes. Alerte maximale au risque d'avalanche, particulièrement concernée la Haute-Maurienne où Valseny a dû fermer une partie de son domaine skiable. Aujourd'hui, à suivre les prévisions météo, l'édition nationale. Soir 3, c'est autour de 23h avec son supplément régional. Et juste après, le film de Nicolas Héron et Antoine Boisselier, Libre comme l'air. Très beau film.